Bienvenue à tous. Nous allons maintenant et aujourd'hui parler de l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, la vie parlementaire, mais également les relations interhumaines entre les leaders politiques. Comment les gens doivent vivre dans une démocratie, la tolérance, le partage, mais également la conviction, les principes. Et c'est pour cela qu'il y a quelque temps, nous avons reçu ici l'ancienne ministre aux droits humains, mais également députée Marie-Ange Mouchebekwa, une émission qui vous avait énormément touché et nous nous sommes intéressés à son cas pour savoir 6 mois après qu'est-ce qu'est devenue cette députée. Est-ce que sa situation a connu une certaine évolution? Est-ce que ses relations avec le gouvernement, plutôt le pouvoir, UDPS, le pouvoir de l'Union sacrée aujourd'hui, parce qu'il y a quelques temps seulement, une information a complètement fait un buzz concernant une traversée éventuelle. Donc tout ceci constitue pour nous une curiosité à déceler aujourd'hui. Nous sommes avec Marie-Ange Mouchebekwa. Bienvenue. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes député national FCC, je précise, et vous allez peut-être nous repréciser encore. Vous êtes présidente de votre propre formation politique, qui est le Mouvement pour la cohésion nationale. Vous êtes également dans ces précarés de Joseph Kabila au sein du FCC, ce qu'on appelle le comité de crise. Il y a 6 mois, je l'ai dit tantôt, je vous avais reçu ici. Vous sortez d'une grande opération. Votre santé est un peu, je dirais, préoccupante. Comment vous allez maintenant? Bonsoir Jean-Marie. Oui. Je vais très bien maintenant, grâce à Dieu. Je suis totalement guérie et je rends grâce au Seigneur ce dimanche de Rameau. Je le remercie d'avoir été à mes côtés, de m'avoir tenu de sa main droite triomphante. Et donc, pour revenir à ce que je disais, je vais très bien. Ça se voit. Vous êtes rayonnante. Merci. Mais votre émission, enfin notre émission, quand je vous avais reçu, ça avait provoqué beaucoup d'émoi, beaucoup de compassion, parce que vous sortez d'une opération et en même temps, votre poste en tant que député a été impacté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces dossiers? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La situation est restée la même. Malgré toutes les dénonciations que j'avais faites et toutes les preuves que j'avais apportées, 9 mois plus tard, je n'ai toujours pas reçu de réponse de la part du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ainsi que de tous les membres du bureau. À un moment donné, on parlait d'une mise en place d'une commission ad hoc pour examiner nos recours, mais une main noire est venue empêcher ce processus et nous en sommes là. J'ai appris que le président de l'Assemblée nationale voulait valider les pouvoirs de nos suppléants. Mais c'est illégal, ça? C'est illégal, bien sûr. Même mon invalidation a été illégale. Oui. Arbitraire et injuste, j'insiste sur ces mots, injuste et arbitraire en gras et en majuscule. Donc, il veut passer outre toutes les procédures légales prévues
dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et bon, il veut imposer sa loi comme il l'a fait au mois de juin dernier. J'ai beaucoup de questions, Marie Mouchebekwa. J'aimerais d'abord que ceux qui nous suivent et qui nous prennent un petit redécouvrent encore votre parcours en tant que femme politique, ancienne journaliste, aujourd'hui députée et surtout femme politique de premier plan. Juste après, j'ai vraiment des questions. À tout de suite. Marie-Ange Mouchebekwa, née le 19 décembre 1973 à Bukavu, ancienne journaliste et actuellement cadre et membre du Front commun pour le Congo. Ministre des Droits humains de 2016 à 2019, elle a également assuré les fonctions de ministre de la Communication ainsi que de porte-parole du gouvernement de mars à septembre 2019 dans le cadre du gouvernement par intérim, faisant suite à l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence. En tant que ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa a milité en octobre 2019 en faveur de l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en réaction aux critiques et notamment au fait que 157 ONG congolaises aient contacté les États membres de l'ONU afin qu'ils rejettent la candidature de la RDC, arguant que tous les pays qui y siègent ne sont nécessairement pas exemplaires et que même si la RDC n'est pas parfaite, elle n'est pas non plus un enfer. Le 16 octobre, la République démocratique du Congo réussit à rentrer dans le Conseil des Nations Unies, ce qui a été considéré comme une victoire diplomatique par le gouvernement. Marie-Ange Mouchebekwa est présidente fondatrice du Parti pour la cohésion nationale MCN en septembre 2019. À la suite de la nomination du gouvernement Ilunga Ilunkamba, elle laisse sa place de ministre des Droits humains en se déclarant satisfaite du travail accompli à ce ministère pour redevenir députée nationale. En juin 2022, un rapport ad hoc de l'Assemblée nationale a été mis en place pour statuer sur les cas des députés absentéistes, parmi lesquels les noms de Marie-Ange Mouchebekwa figurent. Et sa réaction n'a pas tardé. Elle dit dans un de ses tweets « Je suis régulière aux plénières à l'Assemblée nationale. Et tout le monde le sait, sauf lorsque je suis malade. Toutes mes absences ont été autorisées par le bureau. Et j'ai présenté toutes les pièces justificatives à la commission ad hoc. Mais la décision de m'invalider est venue de la présidence, a-t-elle précisé. Parlant justement de sa maladie, Marie-Ange Mouchebekwa dit rendre grâce à Dieu, puisque ça faisait 18 mois qu'elle luttait contre une tumeur, sans jamais laisser rien transparaître. Extraire cette masse localisée à côté des nerfs sensibles, engager son pronostic vital. L'opération très délicate a été un succès et Dieu l'a exaucé. Fin des citations. Tentant de se justifier par rapport à son invalidation, Marie-Ange Mouchebekwa tient à souligner que ses soins médicaux à l'étranger, ses 3 derniers voyages, étaient payés par l'Assemblée nationale. Quelle contradiction, et cela après vérification de son dossier médical. Ce qui vient de se passer est un règlement des comptes. Et quelqu'un lui aurait dit que ces tweets dérangeaient. En janvier 2021, poursuit Marie-Ange Mouchebekwa. Son mari et ses 2 fils étaient fortement frappés par Covid-19 et traités à la clinique Diamant. Il a dû être placé en isolement pendant 40 jours. Tous les documents médicaux fiables ont été présentés à la commission ad hoc, comme a expliqué son invalidation. Écrivaine, Marie Mouchebekwa, elle est aussi. Elle poursuit son livre intitulé « Un nouveau chapitre s'est imposé ». Il va rajouter l'histoire de sa vie d'adulte, pleine d'épreuves, que Dieu a toujours tourné en sa faveur, ce qui a forgé sa foi. Visiblement, Marie-Ange Mouchebekwa est en train de tourner la page, car c'est un nouveau départ. Marie-Ange Mouchebekwa, femme forte, ça on le voit, mais après ce qui est en train de se passer au niveau du Parlement, pourquoi vous n'avez pas saisi... D'abord, j'aimerais, avant de parler de la justice, j'aimerais bien savoir, moi j'ai appris qu'il y aurait eu une réticence de certains députés de l'Union sacrée pour votre réhabilitation à ces décisions.
Est-ce vrai ou c'est encore l'intox du Bon, du écoutez, Jean-Marie, on m'a invalidé injustement, arbitrairement. Mon nom avait été rajouté dans la salle, au manuscrit. Dans la salle. Ce n'est pas la commission ad hoc qui a décidé de m'invalider, je le dis à haute voix. Et la vérité, si je mens, la personne autour du président de l'Assemblée nationale, parce que vous savez, vous l'avez souligné, avant d'entrer en politique, j'ai été journaliste d'investigation, formée lorsque j'ai quitté la télévision, j'étais rédactrice en chef à Antenne A, chargée des enquêtes et magazines. Donc je sais faire les investigations journalistiques, formée, j'insiste. J'ai passé 5 ans à la fac. J'ai passé 18 ans à la télévision avant d'entrer en politique. Donc j'ai mené des investigations ces 9 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, lorsqu'on m'a invalidé, je ne citerai pas les noms. Il y a des gens autour du président de l'Assemblée nationale, ses proches collaborateurs très influents, qui ont véhiculé au sein de l'Assemblée nationale la version selon laquelle l'ordre de m'invalider serait venu de la présidence parce que je m'attaquais trop, selon eux, au gouvernement et aux autorités de la République à travers mes tweets. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Oui, je tweete beaucoup, je suis très active, comme tous les acteurs politiques. Mais c'est votre vie de femme politique. Comme tous les si vous ne vous acteurs, exprimez pas, comment vous allez vivre politiquement? Comme tous les acteurs politiques à travers le monde. Oui. Je n'ai jamais insulté quiconque, je n'ai jamais attaqué quiconque dans sa vie privée, je n'ai jamais dans mes tweets tenu des propos qui pourraient être réprimés par les lois de la République démocratique du Congo. Dans mes tweets, j'ai critiqué le gouvernement, j'ai critiqué les actions de certains membres du gouvernement et de certains collaborateurs du président de la République. Je n'ai jamais supprimé ces tweets que j'assume jusqu'aujourd'hui. Je ne regrette pas. Je suis membre de l'opposition. Et c'est ça qui a gêné. Et voilà, donc je referme la parenthèse. Oui. Donc c'est que les collaborateurs du président de l'Assemblée nationale ont dit que l'ordre serait venu de la présidence. Lorsque je suis revenu de Paris après mon opération, et après que je sois passé dans votre émission le 30 septembre 2022, j'ai entamé non seulement des démarches, mais également des enquêtes. Et on a découvert finalement que l'ordre n'est pas venu de la présidence, parce que eux parlaient de la plus haute autorité. Quelle est la plus haute autorité de la République? Cette version est tombée. L'ordre de la présidence est tombé. Non, donc ça non, je veux autour... dire la version selon laquelle l'ordre serait venu du président de la République. Selon eux, de la plus haute autorité de la République est tombée. Parce que toutes les preuves ont démontré qu'il a été informé après. Après, comme tout le monde, à travers les médias. Donc ce n'était pas vrai. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont dit les collaborateurs autour du président de l'Assemblée nationale? Je tais les noms. Ils ont dit que c'est parce que on me soupçonnait de vouloir déstabiliser les institutions de la République et que je serais derrière les gens qui voulaient faire tomber les deux présidents des chambres du Parlement et du gouvernement, et ça créerait une instabilité politique. À moi seul. Est-ce que tel que vous me voyez... vous donnez beaucoup de pouvoir. Hein? Oui, à moi seul, est-ce que j'arriverai à déstabiliser toutes les institutions de la République? Et on me donne le pouvoir que je n'ai pas. Et je dis merci à ces personnes. C'est que ces personnes voient en moi une personne... Mais tant mieux si vous avez autant d'influence. Tant mieux. Bon. Alors, lorsque cette version est tombée, l'affaire du M23 a ressurgi à l'est de la République, ces personnes ont commencé à véhiculer des rumeurs
selon lesquels je serais proche du M23 en disant regardez son visage, regardez son front, regardez son nez. Ça devient raciste, elle a toujours été proche de telle communauté et elle financerait le M23. Le gouvernement, je leur ai dit, le gouvernement a accès à tous mes comptes bancaires, n'est-ce pas? A la possibilité de demander au procureur général de la République de faire une réquisition d'informations et d'avoir accès à mes comptes bancaires pour savoir si je suis capable de financer une rébellion. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont été soupçonnées, leurs résidences ont été perquisitionnées et leurs bureaux ont été perquisitionnés. Non seulement moi, je n'ai jamais reçu une quelconque invitation des instances judiciaires, mais il n'y a jamais eu perquisition. Donc cela également est tombé. Ces collaborateurs autour du président Mbosso qui ont des comptes personnels à régler, j'insiste sur personnel, en majuscule et en gras, qui ont des comptes personnels à régler avec moi, on dit finalement que j'ai fabriqué les pièces justificatives. Et on dit que je serais partie en Ngaliema-Saint-Heure et que les gens de Ngaliema-Saint-Heure leur auraient dit que mes pièces justificatives étaient fausses. Je dis ici, devant le monde entier, que c'est faux. Que votre opération n'a pas été vraie. S'il vous plaît. Oui. Je n'ai jamais été en Ngaliema-Saint-Heure. Jamais. Dans mes pièces justificatives, il n'y a aucun document de Ngaliema-Saint-Heure parce que je n'y ai jamais été. Je ne me suis jamais fait soigner en Ngaliema-Saint-Heure, même pas pour une malaria. Donc, tous les hôpitaux où j'ai été ici à Kinshasa avant d'aller en France pour me faire opérer, ces documents existent. Et encore une fois, s'il y a un doute que ces documents seraient falsifiés, le président de l'Assemblée nationale a le pouvoir de saisir le procureur général de la République et de lui demander de faire une réquisition d'informations, parce que si j'ai fabriqué des documents, ça serait l'usage du faux et c'est condamnable par la loi. Alors, je demande également si mon opération a été fausse. Passer 3 heures sous anesthésie générale avec un pronostic vital engagé et prendre au moins 3 mois de convalescence pour s'amuser, sans blague. Donc, ils n'ont même pas d'imagination. Lorsqu'on veut faire des mauvaises choses, choisissez au moins la forme. Après, qu'est-ce qu'ils diront? Que les députés, en leur majorité, n'étaient pas d'accord qu'on puisse rouvrir ce dossier. Ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a consulté les députés en dehors de la plénière. Si la décision de nous invalider, je parle de moi, je ne parlerai pas des autres, parce que mon cas, je le maîtrise mieux que celui des autres. Si la décision de m'invalider a été lue dans une plénière, il est normal, et cela va de soi, qu'on amène mon recours devant la plénière, devant mes distingués collègues, et que mes collègues entendent ma version des faits, vérifient les pièces justificatives et décident dans la salle. On ne consulte pas les députés en dehors de la plénière. Et donc, toutes ces manigances n'ont pas tenu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des menaces. Ils ont envoyé des jeunes gens à la télévision m'insulter. Je n'ose pas répéter les insultes parce que des enfants me suivent. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui me prennent comme modèle. Et je refuse de heurter la morale. On m'a insulté. On m'a traité de tous les noms. Mais j'ai tenu. Alors, ces collaborateurs autour du président Mbosso qui se croient tout puissants, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Que de toute façon, le régime précédent avait également invalidé le président Fachi lorsqu'il était, qui m'excuse de l'appeler Fachi, le président Tshisekedi, qui avait été invalidé également lorsqu'il était député, et que nous devrions payer. Ce n'est pas moi qui les avais invalidés. D'accord? Je ne les avais pas invalidés. Et je n'étais pas député en ce moment-là. S'ils ont envie de se venger,
qui se venge contre ces personnes parce qu'elles siègent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Qui sont elles, restées à l'Assemblée, ces personnes. Qui sont restées. Qui avaient invalidé voilà. Félix Tshisekedi dans son temps. Et je veux dire que le président Tshisekedi et ceux qui avaient été invalidés n'allaient pas à l'Assemblée nationale, comme l'ancien Premier ministre Muzito, député national, qui n'y allait pas et qui assume le fait qu'il avait refusé d'y aller. Mais je souligne également que la défunte tante du président de la République, Eugénie Chika, n'avait pas été invalidée parce qu'elle avait présenté ses pièces justificatives. Et l'honorable Moutanda, à l'époque aussi, Alexis, avait présenté ses pièces justificatives qui démontraient, qui prouvaient qu'il était malade. Il n'avait pas été invalidé. Donc, ce n'est pas tous les membres de l'UDPS qui ne venaient pas qui n'avaient pas été invalidés. Donc, je me demande si le président de la République leur avait demandé de le venger. Je doute fort et je ne le crois pas. Parce que j'ai mené mes investigations. Bon, au-delà de tout cela, ils se sont mis, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire après avoir envoyé des gens m'insulter? M'insulter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, on ne va pas la réhabiliter, elle est orgueilleuse, elle est trop fière, elle est hautaine, elle est arrogante, on va la rabaisser. D'ailleurs, on va même bloquer ses émoluments, comme ça elle ne pourra pas se faire soigner, elle va mourir. Elle va mourir à ce point. En 2023, elle ne va pas arriver aux élections. C'est pour ça que vous avez vu ma réaction. J'ai dit, vous me souhaitez la mort? J'ai 49 ans. Le président Mbosso a 80 ans. C'est-à-dire, quand je suis venue au monde, il avait 31 ans. Alors, eux veulent que je meure et qu'un pépé de 80 ans reste en vie. Moi, je suis maman, j'ai des enfants mineurs d'âge. Je dois vivre et je vivrai pour mes enfants. Eux n'ont pas la décision sur ma vie et qu'ils ne pensent pas que leurs menaces me font peur. Je leur ai déjà dit où j'habite et où je travaille. Et d'ailleurs, je suis venue sur ce plateau ce dimanche sans garde du corps. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Si... Pourquoi vous faites tant peur et les gens appréhendent Marie-Ange Mushebekwa? Ben, je ne sais pas. C'est à eux de vous dire ce qu'ils perçoivent en moi. Moi, je trouve que je suis une femme ordinaire. Une femme ordinaire qui s'est engagée en politique, qui a ses principes, qui a sa manière de voir les choses et qui défend ses convictions et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Évoluons. C'est peut-être ça qui les dérange. Évoluons. Pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Parce que je n'ai pas saisi la justice. D'abord, on ne nous a jamais notifié. Je n'ai jamais reçu de notification qui explique pourquoi j'ai été invalidée. Je vais saisir la justice sur base de quels documents? Et de deux, eux-mêmes avaient déjà dit que la justice leur appartenait. Ah. Alors, si la justice leur appartient et qu'ils estiment qu'ils maîtrisent toutes les instances de pouvoir, où est-ce que je peux les emmener? Nulle part. Mais je leur dis ceci. Ceux qui les avaient invalidés n'avaient pas imaginé un seul instant qu'eux arriveraient au pouvoir et que les autres seraient dans l'opposition. Mais justement, oui. Jean-Marie, permettez, oui. Eux, ils font du mal aux gens aujourd'hui. Est-ce qu'ils pensent au lendemain? Parce que lorsqu'on a subi une injustice, on arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour que ce qu'on a subi, que d'autres personnes n'aient pas à le subir. Vous vous dites, je sais ce que c'est de subir une injustice. Je n'accepterai pas que pendant que j'exerce le pouvoir, d'autres personnes subissent la même injustice. L'avenir appartient à Dieu. Je suis vivante, en bonne santé, et je leur dis que je suis totalement guérie. Que Dieu nous garde. Mais alors, vous avez saisi le président Tshisekedi, d'après mes informations. Qu'est-ce qu'il en a dit, lui? Quelle suite il a réservé à ça? Ben, je n'ai pas saisi le président de la République officiellement. Oui. Je ne l'ai jamais fait.
Tout simplement pourquoi? Parce que si j'écris un courrier, ce courrier va devoir passer par l'administration et sera bloqué quelque part. Parce que parmi les membres de son cabinet, il y avait des collaborateurs qui soutenaient l'équipe autour du président Mbosso qui tenait à mon invalidation. Au fil des mois, est-ce que c'est la justice divine? Excusez-moi, est-ce que c'est la justice divine? Est-ce que lui-même a ouvert les yeux? Je dirais 80% de ses collaborateurs ne sont plus dans son cabinet. Ça tombe bien. Il y a ceux qui ont perdu leur liberté. Également, c'est pour vous dire que Dieu seul maîtrise l'avenir. Donc, je n'ai jamais saisi le président de la République par écrit, parce que mon courrier, de toute façon, serait bloqué. Même par ces canaux. Vous êtes en train de lui parler, là, il vous écoute. Je n'ai pas fini. Oui. J'avais tenté de le saisir par des voies informelles, également à travers les médias sociaux et par la télévision. Je n'ai pas d'autre choix. Mais, bon, rien ne me prouve que ce qu'on m'a rapporté est vrai ou faux. Mais une chose est sûre, il est au courant de l'injustice que j'ai subie. Bon, peut-être qu'il y a ceux qui lui disent que mon dossier, dans mon dossier, il y avait des documents faux. Mais j'estime que s'il voulait vraiment aller jusqu'au bout de l'enquête, Vous aurez reçu en tant que garant président de la République, de tous les Congolais, de ceux qui l'ont élu, de ceux qui ne l'ont pas élu, de ceux qui l'aiment et de ceux qui le détestent, de ceux qui le soutiennent et de ceux qui le combattent, garant du bon fonctionnement des institutions de la République et garant de la sécurité de tous les Congolais, il devrait, je pense, ne fût-ce que me recevoir, demander de voir mes documents. Si ces documents sont vrais, c'est de peser de tout son poids pour que cette injustice soit corrigée. Et si ces documents sont fausses, c'est de saisir la justice pour que je sois poursuivi pour faux et usage de faux. Parce que je voudrais souligner, ce qui me choque, Jean-Marie, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a des députés, des collègues qui étaient dans des gouvernements précédents, qui avaient été inculpés. Je ne parle pas de condamnation, je parle d'inculpation, qui avaient été poursuivis parce que soupçonnés de malversation financière, de corruption, de détournement des deniers publics. Et ces députés sont allés même en prison, ont passé des mois en prison, n'ont jamais été jugés, ont été libérés à la faveur de la décision du procureur de leur accorder une liberté provisoire. Ces personnes ont réintégré l'Assemblée nationale. Et siège. Et siègent. Des personnes soupçonnées de viol, inculpées et non condamnées, se sont retrouvées à Makala, puis libérées, siègent à l'Assemblée nationale. Et moi, qui ai été malade, opéré, présenter toutes les pièces justificatives, on refuse d'examiner mon recours. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? C'est une répression politique et une persécution politique. Ah, vous êtes persécuté. Je souligne en majuscule et en gras que je suis persécuté parce que ces gens veulent bâillonner les députés de l'opposition. Et surtout lorsqu'il s'agit des femmes. Parce que lorsque vous entendez dans leurs propos ces gens dire « elle se prend pour qui ?»
tous les députés, les caciques du FCC ne parlent pas. Chacun dans son coin. Mais elle se prend pour qui? Une femme qui affronte les hommes comme ça. C'est-à-dire, au fond d'eux, ils sont viscéralement misogynes. Et ils se disent qu'une femme ne peut pas contredire un homme. Eh bien, moi, je leur dis non. Femme, je suis épouse, oui, je suis femme devant mon mari. Femme, je suis devant mes enfants. Lorsqu'on vient en politique, nous sommes à égalité. Des élus. Chacun défend ses idées, ses convictions. Lorsqu'on est d'accord, on dit oui. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. Je ne leur ai jamais demandé de me traiter comme une femme, mais de me traiter avec respect comme collègue. Nous sommes dans ce combat-là. Ils sont déterminés à me mettre à genoux, à me détruire, selon ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais je leur dis aussi que je suis droite dans mes escarpins. Je défendrai mes droits et mes convictions jusqu'au bout. Maria Mouchébékwa, vous êtes une femme politique, mais vous avez des très bonnes relations avec Félix Tshisekedi. Je me rappelle que vous étiez l'un de membres du gouvernement Sami Badibanga lorsque Félix Tshisekedi avait perdu son père. Vous êtes allé à l'Imité. Vous étiez en fonction d'ailleurs, vous êtes allé à l'Imité. Bravant peut-être la peur à l'époque. Voilà, on vous voit là, aux côtés de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui explique un peu votre parcours, ce courage-là que vous avez à cette époque-là, alors que le président Kabila, qui était en fonction, beaucoup ne voulaient pas justement ce rapprochement avec Tshisekedi? Ben, écoutez, Jean-Marie, moi, lorsque j'ai quitté la télévision, enfin, comme journaliste, il y a plus de 10 ans maintenant, et que j'ai décidé de m'engager en politique, j'étais dans l'opposition. Je me suis rapproché de Félix Tshisekedi à cette époque-là, comme allié. Nous sommes allés à Genval. C'était dans l'optique de trouver des solutions pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouvait en ce moment-là. Bref, au moment où on a décidé d'aller au dialogue de la Cité de l'Union africaine en 2016, il y avait ceux qui estimaient qu'il fallait aller au dialogue et ceux qui estimaient qu'il ne fallait pas. Je faisais partie de ceux qui estimaient qu'il n'y avait pas d'autre issue que le dialogue, sauf si on décidait de prendre les armes ou de brûler le pays, de le mettre à feu et à sang. Au mois de septembre 2016, je suis allée au dialogue et je ne suis pas partie sur la pointe des pieds. J'avais dit au revoir. J'avais eu un entretien avec lui et je lui avais dit pourquoi je partais. Et pour preuve que je n'avais pas tort, l'UDPS et les autres nous ont rejoints en décembre 2016 à travers le dialogue de la SENCO. Oui, absolument. La suite est connue. Je suis entrée au gouvernement comme ministre des Droits humains. J'avais été nommée le 19 décembre 2016, le jour de mon anniversaire. Alors, donc le patriarche Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017, donc à peu près 7 semaines après ma nomination. J'étais au gouvernement, nommé par le président Kabila, avec d'autres personnalités venues de l'opposition de l'époque, comme moi. Certains avaient estimé qu'étant donné qu'on ne regardait plus dans la même direction, on ne pouvait pas aller au deuil.
Moi, personnellement, selon mes principes, selon mes convictions, je sais toujours faire la part des choses entre le combat politique et les relations humaines, la morale, l'éthique. J'ai pris la décision d'aller au deuil parce que je ne concevais pas que non seulement le patriarche soit décédé et que je ne sois pas partie, mais que à l'époque, Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru, qui étaient proches, soient en deuil et que je ne sois pas présente. J'ai prévenu celui qui faisait, qui assurait l'intérim du Premier ministre Badi Banga, parce que le Premier ministre était en mission officielle aux États-Unis. J'ai demandé la permission au président Kabila. Je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, que moralement, je ne conçois pas que eux soient éprouvés et que je ne sois pas présente. Il m'a dit, non, moi, j'ai pas de problème. Si vous êtes sûr que votre sécurité est garantie, ben, allez-y, moi, je respecte vos relations humaines. Je suis allée au deuil. Ce sont les photos. Voilà. Vous êtes là avec le président Tshisekedi, avait... alors membre de l'opposition. Membre du gouvernement. Oui. Moi, j'étais vous êtes membre du gouvernement, lui de l'opposition. Oui, l'un des plus grands leaders de l'opposition. Oui. Je suis allée au deuil. J'y ai passé près de 2 heures pour compatir avec la famille et j'ai gardé des bons contacts avec lui et son épouse. Tout le temps que j'étais au gouvernement, et je ne l'avais jamais caché au président Kabila, ni à tous mes collègues. J'assumais mes relations humaines. Même donc le président Kabila tolérait, acceptait volontiers que vous soyez aussi, oui, pas proche, mais vous allez fréquenter quelqu'un de l'opposition aussi, parce qu'il, ouvertement. Oui, parce que lui pensait comme moi qu'il fallait faire la part des choses entre le combat politique et les relations humaines. Il tolérait. Et même tout le temps que j'étais au gouvernement, je pouvais rencontrer qui je voulais de l'UDPS, des personnes que je ne citerai pas et qui se reconnaîtront. Je sais qu'en ce moment-là, il y a des gens autour du président Kabila, parce qu'il y a des extrémistes dans chaque camp qui n'avaient pas supporté ni accepté mon geste et que je ne regrette pas. Et qui estimaient que lorsque Sami Badi Banga a été remplacé par le Premier ministre Tshibala, que je devais quitter le gouvernement. Et ces gens-là ont pesé de tout leur poids pour que vous ne soyez pas dans le gouvernement de Tshibala. Oui, mais le président Kabila m'a imposé. Vous soupçonnant d'être proche de Tshisekedi d'opposition. Voilà, mais le président Kabila a gardé confiance en moi. Il m'a reconduit comme ministre des Droits humains et m'a vraiment soutenu, tenu de sa main. Je me rappelle toutes les fois où je devais aller à Genève défendre plusieurs dossiers de la République. Surtout, j'ai vu dans le portrait que vous avez présenté tout à l'heure, lorsque je menais la campagne pour faire élire la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme, le président Kabila m'a accompagné et soutenu et nous avons réussi à faire élire la République démocratique du Congo pour la toute première fois de son histoire au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. À Genève. À Genève. Et ça n'a jamais été un problème pour Alors, lui. vous avez été ministre pendant plusieurs mois, alors que Félix Tshisekedi était président. Vous partiez au Conseil des ministres. Vos relations étaient plutôt bonnes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque le président Tshisekedi a été élu et investi par la Cour constitutionnelle, j'étais encore membre du gouvernement. J'ai passé 9 mois au gouvernement avec lui. Avant de quitter, j'étais toujours ministre des Droits humains. Il m'a toujours traité avec
avec beaucoup d'égard et beaucoup de respect. Et il m'accordait toujours du temps, hein, comme le président Kabila, lorsque j'avais des dossiers urgents et sensibles liés aux droits humains. Il me recevait, je ne peux pas mentir. Et donc, tout se passait bien. Lorsque le gouvernement Ilukamba a été rendu public, Oui. je suis allée au Parlement. D'ailleurs, cette photo que vous venez de présenter. On sentait une certaine complicité là. Oui, c'était le jour où il recevait les députés, les élus du Sud Kivu. Oui. Et donc, on avait d'excellentes relations et tout se passait bien. C'était à l'époque de la coalition FCC Cash. C'est au moment où les conflits ont commencé entre Les deux familles. certains leaders du FCC et ceux du Cash. Les extrémistes ont pris le dessus. Et donc, dans ces conflits-là, je ne reviendrai pas sur les détails. Donc, Mais qu'est-ce qui vous a divisé, madame? Lorsqu'il y a eu rupture FCC Cash, Oui. Les relations ne sont plus restées les mêmes. Vous avez... Vous demandez qu'est-ce qui nous a divisés? Oui. Pour moi, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai choisi de rester avec le président Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que souvent, les gens me posent la question, me disent, mais pourquoi vous êtes resté avec le président Kabila, Oui. alors que vous aviez également des bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi? Oui. Je profite de votre plateau pour expliquer la situation. Oui, j'avais des très bonnes relations humaines avec le président Tshisekedi. Politiquement, on s'est séparés en décembre 2016. Quand vous êtes entré au gouvernement. Voilà. Après Genval. Voilà. Mais on a gardé des bonnes relations humaines pendant que j'étais au gouvernement et lui à l'opposition. Le président Kabila a respecté cette relation-là. Je ne le lui ai jamais caché. Je lui ai toujours dit que j'avais des très bonnes relations humaines avec lui, avec Félix Tshisekedi et son épouse, qui est de la même province que moi et qui est de ma tribu d'ailleurs. Alors, pendant la campagne électorale, non, si vous pouvez ne pas m'interrompre. Je vous en prie. Oui, donc j'explique que j'avais déjà dit au président Kabila, lorsque je suis entré au gouvernement, que j'avais des bonnes relations humaines avec Félix Tshisekedi et son épouse. Et lui, il a respecté ces relations-là. Et je vous ai expliqué tout à l'heure dans quel contexte je suis allée au deuil du patriarche Tshisekedi, paix à son âme, et la suite. Le président Kabila a été mon chef. On ne peut pas être au gouvernement et ne pas considérer le Premier ministre et le président de la République comme des chefs. Le président Kabila a été mon chef. J'ai été nommé par ordonnance présidentielle. C'est lui qui a signé cette ordonnance. C'est une marque de confiance. Et je vous ai dit toutes les turbulences que j'ai connues au gouvernement. Le président Kabila m'a tenu, il m'a soutenu. Je le dis et ce n'est pas par fanatisme. Il n'est plus au pouvoir, il ne peut plus me nommer ministre, il ne peut plus me nommer PDG, il ne peut plus me nommer quelque part. Mais je reconnais ce qu'il a fait pour moi pendant que j'étais au gouvernement. Parce que pour pouvoir accomplir ma mission, je ne pouvais pas faire certaines choses si je n'avais pas le soutien du président de la République. Ceux qui sont au gouvernement, actuellement, savent de quoi je parle. Alors, en 2018,
lorsqu'il décide, le président Kabila, de créer le FCC, il a invité tous les membres du gouvernement à Kingakati. Ça ne s'est jamais passé dans un bâtiment de l'État. Ça s'est passé à Kingakati, dans un domaine privé. Oui. Il a parlé aux membres du gouvernement de sa volonté de créer une plateforme qui va rassembler tous les partis politiques et les personnalités politiques qui partagent sa vision. Il nous avait demandé de nous exprimer. Les gens, certains se sont exprimés, les autres ne l'ont pas fait, ne l'avaient pas fait. Mais moi, ce qui m'avait convaincu de signer la charte du FCC, sans contrainte, je souligne qu'il y avait des ministres qui avaient refusé. Emery Okunji et Lisanga Bonganga. Eux n'ont pas signé. N'ont pas signé. N'ont pas des mais ils sont restés au gouvernement jusqu'au bout. Et le président Kabila les traitait avec respect. Je suis resté pourquoi? On s'est mis d'accord sur la défense de la souveraineté de notre pays. On s'est mis d'accord sur la non-révisitation du code minier. On s'est mis d'accord sur la forme de l'État, État unitaire fortement décentralisé. Moi, je ne suis pas fédéraliste. Je vous dis ce qui m'a convaincu de rester. On s'est mis d'accord, selon moi. Il était resté ouvert sur le fait qu'on devait discuter dans les réformes à venir sur la question de la double nationalité que je soutiens. On s'était mis d'accord sur le mode de scrutin pour la présidentielle. Je soutiens et je soutiendrai jusqu'au bout que le président de la République, dans un pays comme le nôtre, doit être élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire le jour où ma famille politique décide que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect, ça sera une divergence de fond et majeure pour moi, et je partirai. Je vous le dis. On s'est mis d'accord sur la défense de nos valeurs et que jamais une réforme ne proviendra du FCC en menant le Parlement à voter une loi sur le mariage homosexuel. Par exemple. Par exemple. Oui. Je me souviens qu'on avait également parlé du régime parlementaire. Il y avait ceux qui... Non, du régime. Pardon. Si on devait soutenir dans les réformes à venir un régime semi-parlementaire, comme aujourd'hui, ou un régime présidentiel, où il y aurait un président avec un vice-président. Ça, c'était à discuter. Pour moi, je suis ouverte. Je ne dis pas que mes convictions sont universelles, mais je vous dis que lorsque j'ai décidé d'adhérer au FCC et de rester avec le président Kabila, ce n'était pas sous contrainte. Je l'ai fait en toute liberté donc, et par conviction. Est-ce que vous gardez les mêmes valeurs? Et lorsque... Laissez-moi d'abord répondre à la question précédente. Oui. Et lorsque le président Kabila a mis en place le comité stratégique du FCC, qui était censé justement rédiger la charte.
non seulement la charte et les projets de réforme. Il m'avait désigné parmi les 15 personnalités du FCC. Un privilège. Une marque de confiance d'abord. Une marque de confiance. J'insiste sur la confiance et la considération. Après cela, j'ai eu d'autres combats dont je ne parlerai pas, en interne. Mais le président Kabila m'a soutenu. Lorsqu'il y a eu tous les conflits FCC cash, vous connaissez la suite. On nous a pris la majorité. Il a fallu recomposer le bureau politique du FCC. Avec les comités de crise. Encore une fois, lorsque le président Kabila a mis en place le comité de crise, il m'a désigné parmi les membres du comité de crise, qui est l'équipe dirigeante provisoire du FCC. Lorsque quelqu'un vous fait autant confiance, politiquement, vous avez adhéré librement au FCC, il vous a désigné au comité stratégique, c'est qu'il vous écoute, c'est que vous avez droit à la parole, vous ne le quittez pas. Assez facilement. Politiquement, pour sauver une relation humaine. Une bonne relation humaine. Pour moi, j'ai choisi de rester avec le président Kabila pour toutes les raisons que j'ai énumérées, tout en gardant la considération, le respect et l'affection que j'avais pour le président Félix Tshisekedi et son épouse. Oui. Et au nom de tous les bons souvenirs qu'on partage. Oui. De leur côté, autour d'eux, il y a des extrémistes, il y en a eu, autour d'eux, il y a eu des extrémistes, et il y en a jusqu'à présent, qui l'ont convaincu qu'à partir du moment où lui a rompu la coalition FCC cash et que j'ai décidé de rester avec le président Kabila, je devrais être traitée comme une ennemie. Ennemie ou opposante? On me traite comme une ennemie dans son entourage. Pas comme une opposante, comme une ennemie. On parle français. Vous parlez à une journaliste formée. Et les peuples vous écoutent. Voilà. Donc, dans son entourage, on me traite comme une ennemie. Mais ce n'est pas grave. Je ne regrette pas. Mais son épouse... Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Parce que le choix que j'ai fait, je l'ai fait par conviction et en âme et conscience. Mais Maria, moi, je ne les considère pas comme mes ennemis. Oui. Je les considère comme des adversaires politiques. Il y a des décisions que l'Union sacrée a prises que je ne partage pas. Et beaucoup de décisions. Il y a une certaine manière de gérer certains dossiers que je n'approuve pas et que je dénonce. Et je ne regrette pas. Mais ça ne veut pas dire que le président Félix Tshisekedi et son épouse sont mes ennemis. Non, je sais faire la part des choses. Mais justement, son épouse est chi comme vous, de chez vous. Comment elle perçoit tout ça? Comment elle vit tout ça, Denise Nyakero? Bon, peut-être pour préciser, chi, peut-être les téléspectateurs ne connaissent pas. Les Bachi. Oui, maman Denise Tshisekedi. Bon, si vous voulez que j'appelle Nyakero, oui. Par le nom du village, et du sud Kivu comme moi. Et les Mouchi, de la tribu des Bachi, comme moi.
Nous sommes la tribu majoritaire du Sud Kivu, nous représentons 80%. Je ne sais pas comment elle le vit, parce que... C'est votre sœur? C'est ma sœur. Oui. Oui, c'est ma sœur, vous le dites. Oui. Je le sais, elle le sait. Le président Kabila le sait et respecte le fait qu'elle soit ma sœur. Je souligne, le président Kabila respecte qu'elle soit ma sœur. Je ne sais pas comment elle vit tout cela. Mais si vous avez un message à le transmettre, vous direz quoi? Je n'ai pas été en contact direct avec elle. On ne s'est pas parlé directement. Mais je sais qu'elle avait été très touchée, selon mes sources, par l'émission à laquelle vous m'avez invité en septembre 2022. Au-delà de cela, je ne sais pas ce qu'elle pense de tout ceci. Mais j'ai tweeté dernièrement, la semaine dernière, j'ai adressé un tweet directement au président de la République. Je l'ai félicité, disant qu'il avait été désigné champion de la masculinité positive. Oui. Il est là, votre tweet. J'ai dit qu'il a réitéré son souhait de voir une femme lui succéder. J'ai dit que je l'en félicitais. Mais comment favoriser le leadership féminin en République démocratique du Congo lorsque vous fermez les yeux face à la répression et à la persécution politique des femmes qui critiquent votre régime? Les femmes de l'opposition seraient donc condamnées à la soumission politique pour espérer accéder à la magistrature suprême sans un débat contradictoire et constructif libre sur la vie de la nation. Il est utopique d'espérer voir une femme émerger. Vous ne pouvez pas être féministe et tolérer un entourage et des comportements misogynes. Très haute considération, Monsieur le Président de la République. Et il est arrivé ce tweet. Là, maintenant qu'il est publié, maintenant, chez la Télé 50, tout le monde le lit. Voilà. Lui aussi. Donc, mon tweet est clair. Le Président de la République avait été primé champion de la masculinité positive. Il a réitéré son souhait de voir une femme lui succéder. Lui-même est venu de l'opposition. Il a succédé à un homme auquel il était opposé. Il souhaite qu'une femme puisse lui succéder. Rien ne lui garantit, s'il y a une élection transparente, que ça serait forcément une femme de son camp. Oui, forcément. Ça pourrait être une femme de l'opposition. Oui. Mais pour pouvoir accéder à la magistrature suprême, il faut participer au débat politique. Il faut participer à la lutte. Il faut participer à tout ce qui concerne la vie de la nation. Mais lorsque les femmes voient celles qui osent parler dans l'opposition, celles qui osent critiquer son régime, être réprimées, persécutées politiquement, elles se découragent. On ne viendra jamais chercher une femme dans son foyer, lui dire « Tu viens, tu vas devenir président de la République ». Elle devra battre campagne, elle devra affronter ses adversaires pour pouvoir gagner les élections. Alors, s'il veut que ça soit une femme, il doit laisser la liberté aux femmes de l'opposition d'exprimer leurs idées, leurs convictions librement et de critiquer son régime. Alors, parlons-en justement des élections, parce qu'on doit terminer l'émission.
Est-ce que vous maintenez toujours, vous, FCC, votre position de boycott? Non, Jean-Marie, je voudrais souligner aussi quelque chose d'important. Oui. À l'intention du président de la République. On va vers les élections. Oui. Et plus les jours passent, et plus les extrêmes prennent le dessus sur la raison. En politique, on attaque et on insulte de plus en plus les femmes. Je voudrais prendre un exemple que le président de la République écoute bien le fond de ce que je veux dire. Il y a quelques mois, il y a une femme d'un parti politique de l'opposition qui a copieusement insulté son épouse, Maman Denise Nyakeo. J'étais en soins médicaux à Paris. J'avais condamné, bien que je sois de l'opposition, parce que on ne peut pas, les insultes ne deviendront jamais une valeur dans une république. Le président de la République lui-même a ôté sa fonction. Je l'ai vu ému face aux injures contre son épouse. Cette femme avait même été amenée à la police. Heureusement qu'après, elle avait présenté des excuses. D'ailleurs, maman Denise avait même reçu, d'ailleurs. Elle avait promis de ne plus jamais recommencer. Je souligne que j'avais condamné. Non pas parce que je suis de l'Union sacrée, je ne le suis pas. D'ailleurs, je profite pour souligner que je suis et je reste au FCC. Votre tweet est toujours là. Voilà. Si lui a été ému, touché autant, parce qu'on a insulté sa femme, je vais prendre l'exemple d'autres femmes politiques copieusement insultées. J'avais dénoncé, mes tweets sont encore là. La manière dont Madame Janine Mabunda avait été copieusement insultée, déshabillée par les militants de l'UDPS. Moi-même, jusqu'aujourd'hui, attaquée, persécutée, insultée. Est-ce que le président de la République est au courant de tout cela? S'il n'est pas au courant, au moins il le sait maintenant. Ce qu'il a senti, il sait ce que nos maris peuvent ressentir. Parce que je suis épouse également. Et mère. Je suis maman de 3 garçons. Je suis enfant, la fille de ma mère, parce que mon père est décédé, paix à son âme. Est-ce que nous n'avons pas de dignité? Nous n'avons pas d'honneur à préserver, parce que nous sommes à l'opposition. Un mal reste un mal. Et le mal ne deviendra jamais le bien. Le bien ne deviendra jamais le mal. Il n'y a pas de bons crimes et des mauvais crimes. Tous les crimes sont condamnables. Merci. Alors, revenons à ma question maintenant. Emmanuel Shadary a dit que le PPRD de l'FCC boycotte le processus électoral. Est-ce que vous n'allez pas être isolé? Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce processus électoral? Comment vous allez... Est-ce que la politique de la chaise vide va vous profiter? Bon, écoutez, le FCC, je souligne, tient à l'organisation, à la tenue des élections
dans les délais constitutionnels. Cela a été dit 1000 fois, souligné en majuscule et en gras. Mais le FCC ne peut pas accepter de participer au processus électoral dans les conditions actuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les membres de la CENI qui ont été désignés comme faisant partie du FCC, le FCC ne reconnaît pas les avoir mandatés. Et la loi sur la CENI dit clairement que toutes les forces politiques doivent être représentées au sein de la CENI, ainsi que la société civile. Nous exigeons que les membres qui siègent à la CENI, au nom du FCC, soient remplacés par les vrais membres Mandatés. Mandatés. Dûment par le FCC. Dûment par le FCC. Merci. On parle également de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans sa composition actuelle et la manière dont certains de ses membres avaient été désignés, avait violé non seulement certaines dispositions et de la Constitution et de certaines lois de la République. Donc vous voulez recomposer la Cour constitutionnelle? Nous voulons que ce qui n'a pas été bien fait dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle soit corrigé. Vous savez également que ce sont les cours d'appel à travers les provinces qui sont censées traiter le contentieux électoral dans chaque province. Non seulement il y a des cours d'appel qui n'ont pas encore été mis en place, je veux dire qu'ils n'ont pas de bâtiment, qui n'ont pas de moyens. Et même pour ceux qui sont mis en place, ne respectent pas les principes d'impartialité. Vous avez peur de ça? Nous n'avons pas peur, nous dénonçons. Il y a nuance. Maintenant, regardez l'enrôlement tel qu'il se déroule. Je ne vous apprends rien, vous êtes journaliste. Il y a des kits électoraux qui se retrouvent entre les mains des particuliers. Les cartes qui font partie des kits se retrouvent entre les mains des particuliers. Il y a des cartes qu'on a délivrées aux citoyens congolais qui, 3, 4, 5 jours après, ont perdu tous les éléments de sécurité. Le nom, le poste-nom, la date de naissance, la photo. Pour nous, ce processus est totalement corrompu. Corrompu du tout. Corrompu. Et vous ne validez pas? Nous ne validons pas parce que, à partir du moment où nous avons des preuves tangibles que la fraude est en train de s'organiser à partir de l'enrôlement, nous sommes convaincus que si nous laissons les choses avancer telles qu'elles sont, les résultats qui seront publiés par la CENI ne vont jamais refléter la vérité des urnes, le choix du peuple congolais. On a bien compris. Nous demandons donc que ce processus soit interrompu, suspendu,
ce que j'ai dit au départ, que le FCC mandate ses délégués à la CENI, que la Cour constitutionnelle soit plus équilibrée et mette tout le monde en confiance, soit le plus impartial possible, et que, à partir de ce moment-là, nous pourrons également, d'ailleurs, revoir certains articles de la loi électorale qui mettent l'opposition en difficulté. Si vraiment le pouvoir tient à ce que les élections soient paisibles, crédibles, transparentes, doit tenir compte de nos revendications. Merci beaucoup, Marie-Laure Mouchebekwa. Dernière toute petite question, et essayez d'être concise. Vous avez été veuve, remariée. Est-ce facile de vivre cette vie-là? Concilier Politique. avec la politique. Oui, oui. Bon, vous savez, le monde politique est très violent. Très violent. Et avant, c'était abstrait pour moi. Mais ces 8 dernières années m'ont démontré vraiment la violence et la méchanceté du monde politique. Hein. Rien qu'à voir ce que j'ai vécu à l'Assemblée nationale, ce n'est pas facile. Mais lorsque je disais déjà à l'époque que je voulais m'engager en politique, mon défunt père me disait écoute, garde bien tes larmes, tu auras tout le temps de pleurer, mais tu ne devras jamais pleurer devant les gens. Bon, j'ai compris. J'étais préparée psychologiquement à m'engager en politique. Et heureusement qu'avant d'entrer dans la politique active, pendant 18 ans, j'ai eu le privilège d'interviewer tous les grands de ce pays. Je connais plus ou moins le monde politique. Ce n'est pas facile, mais je ne regrette pas. Parce que je sais faire la part des choses entre ma vie politique, ma vie de couple, mon rôle de maman. À la maison, je suis une maman ordinaire, une épouse ordinaire. Hein. Je vous dis que je cuisine moi-même. Je veille à ce que tout soit bien fait dans ma maison. Je suis maniaque. Je tiens à l'ordre et à la propreté. Et je sais faire la part des choses. Mon mari et mes enfants resteront toujours ma priorité. Et au-dessus de la politique, c'est ma base arrière. Je sais que lorsque tout va mal, c'est sur eux que je m'appuie. Et je sais qu'avec leur soutien, je vais arriver à me relever au-delà de ce que mes ennemis. Merci, Marie-Laure Mouchebekwa. Merci beaucoup. Merci. Cette émission sera rediffusée plusieurs fois, et disponible sur toutes les plateformes. Et je sais que vous êtes sensible à ce cas, ces injustices parfois flagrantes dans notre pays. À vous de commenter et surtout que le message arrive à qui des droits. À très bientôt, avec le même plaisir. Merci.